plus attendre, on va évoquer les conditions de réalisation d'une promesse faite à tous les Français, promesse faite donc en février 2013, il me semble, à Clermont-Ferrand, j'y étais, par François Hollande, qui est effectivement cette promesse du plan France très haut débit. Oui, quand on veut parler d'argent, on vient en parler en Auvergne en général. Je sais pas pourquoi. Et je vais inviter donc, pour échanger autour de ces sujets, autour de moi, Zakaria Alayan, Hervé de Tournadre, Lionel Recorbet, Jean-Germain Breton, Mathieu Denoy, Michel Combeau, Jacques Polény et Marc Leblanc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va commencer avec vous, Zakaria. Donc Zakaria, au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires, vous êtes entre autres en charge justement du plan France très haut débit, alors fixe et mobile. Dans cette mission-là, vous avez une mission de validation, de contrôle de ce qui est effectué de manière à déclencher ou pas la subvention de l'État associée donc auprès des territoires associés à ces travaux. Je vous invite à vous munir du micro, et si vous souhaitez vous-même prendre la maîtrise de vos slides, voilà, il suffit d'utiliser la Très bien. Écoutez, merci de nous inviter. Merci d'inviter l'ANCT. Alors, vous voyez, tout est dans le titre, hein, au service des collectivités. C'est le rôle de l'ANCT. Alors, vous pardonnez, je mets mes lunettes. C'est l'âge qui me guette. Moi, il m'a trouvé. Ouais, enfin, il m'a trouvé aussi, en fait. Donc, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci beaucoup de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous, de vous présenter nos actions, nos points d'attention, et d'une manière générale, rebondir sur le sujet qui est dans le titre de cette table ronde est tout à fait éloquent, c'est la promesse faite aux Français. Alors, vous voyez dans ce transparent, en fait, deux choses. Une carte et un histogramme. Sur la gauche, vous avez l'histogramme, et je vais revenir dessus. Sur la carte, c'est les zones BIP. Alors, on peut être fier. On peut être fier de ce que nous avons réalisé collectivement. Aujourd'hui, la dynamique du plan est excellente. Je m'appuie sur les chiffres de l'Observatoire de l'ARCEP. 34,4 millions de locaux ont été rendus raccordables à fin 2022. C'est une excellente chose. Ces 34,4 millions de locaux représentent 80% des locaux du territoire national. C'est, disons les choses, lorsque l'ambition avait été fixée il y a 10 ans, une ambition très forte, qui nous apparaissait tous comme, peut-être pas inaccessible, mais particulièrement ambitieuse, et bien écoutez, voilà, les résultats sont là, et la perspective de l'ambition de la génération 2025, aujourd'hui, nous apparaît à portée. Parlons de la zone BIP. La zone BIP, c'est 11,6 millions de locaux rendus raccordables. Sur les 16 millions, ça représente 67%. Et là, vous voyez dans l'histogramme de gauche, année par année, trimestre par trimestre, la zone grise dans les petits carrés, et la zone grise dans les petits carrés, et en transparence, l'ensemble des territoires, l'ensemble des zones. Ce que vous notez, c'est que, année après année, aujourd'hui, la dynamique est portée par la zone grise. C'est la zone grise qui représente les 2/3 des déploiements sur l'ensemble du territoire. Donc, je félicite les porteurs de projets, je félicite les opérateurs qui interviennent dans les RIP. Encore une fois, bravo, et c'est une réussite collective. En revanche, comme vous le constatez dans la carte de droite, en fait, cette dynamique globale masque en fait quelques disparités. Enfin, vous voyez le nuancier de bleu, en fait, il est très simple. Alors, vous voyez peut-être pas dans le détail des chiffres. Le nuancier de bleu, c'est le pourcentage de locaux raccordables en zone RIP par département. Vous voyez un certain nombre de territoires qui sont bleu marine, très foncés, ils ont fini. Ils ont fini à peu de choses près. Ils sont à plus de 90% de leurs locaux rendus raccordables à la fibre. C'est excellent. En revanche, il en reste quelques-uns dans lesquels, vous voyez, le bleu est un peu trop clair. Et là, c'est un vrai sujet d'attention pour nous. Et ça fait c'est le rôle de l'NCT d'accompagner les territoires, parce que la réussite du plan exige qu'on accompagne chacun des territoires. Alors ça prend, cet accompagnement territoire prend plusieurs formes. La première, c'est évidemment d'accompagner tous les territoires. Et quand on dit tous les territoires, c'est déjà ceux pour la mise en place de leur plan, de leur projet. Aujourd'hui, c'est quasiment fait. L'ensemble des territoires ont ont lancé des projets. Il reste, pour certains encore, à finaliser peut-être des conventions d'avenant, mais il reste encore au moins un territoire, je pense à Mayotte, dans lequel il reste beaucoup de choses à construire. Et c'est le rôle de la NCT, d'accompagner les territoires, tous les territoires. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, on doit s'assurer que chacun des territoires ait installé un rythme industriel de production. Ça, c'est déterminant. Souvenez-vous de la carte que je vous ai montrée, le rythme n'est pas encore installé comme on le souhaiterait partout.
c'est notre rôle. On a un certain nombre de dispositifs et on aide les territoires pour justement construire cette mécanique. Au-delà de cet accompagnement, on a parlé déjà donc, dans les différentes interventions de création de génie civil pour les raccordements finaux, enfin ce qu'on appelle le raccordement complexe. L'État a mis en place un dispositif pour cela. Il l'a mis en place en avril 2022. Ce dispositif, qui est un appel à projet, prend fin, enfin c'est pas qu'il prend fin, c'est que l'appel à projet, la fermeture de l'appel à projet est le 17 avril prochain. J'encourage tous les territoires intéressés à se déclarer, à nous écrire. Vous avez le lien ici où les territoires peuvent se connecter. Il faut se déclarer. Alors je vous donne quelques chiffres. Tous les territoires ne sont peut-être pas éligibles, c'est une réalité. Ceux qui prévoient le déploiement jusqu'à la monnaie, et notamment, voilà, quelle que soit la nature et la complexité du déploiement, ne sont pas éligibles. Quelques chiffres, il y a 25 territoires qui ne sont pas éligibles, au sens de l'appel à projet qu'on a mis en place, et 25 territoires qui ne sont pas éligibles, qui ont, dès le premier instant, dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, il y en a une trentaine qui ont marqué, qui ont manifesté leur intérêt auprès de l'NCT. C'est très bien. Et maintenant, il en reste combien? Il en reste une petite quinzaine qui ne nous ont pas encore formalisé les choses. Moi, ce que je leur dis, c'est dans le doute, vous nous écrivez. Parce que le 18 avril prochain, ça sera trop tard. Un appel à projet, quand il est clôturé, et nous, on ne pourra pas les rattraper. Donc, soit ils déposent un dossier, soit ils déposent une marque d'intérêt, ça ne coûte rien, ça n'engage à rien, mais ça permet de maintenir le dialogue. Donc, encore un message au territoire, inscrivez. C'est un montant de 150 millions d'euros. Exactement, c'est un montant de 150 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, mais ces 150 millions d'euros appellent évidemment autant de financement des collectivités, mais aussi des financements des opérateurs d'infrastructures. C'est cet ensemble qui fait la réponse au raccordement complexe. Alors effectivement, je ne rentre pas dans le détail, mais je serai à votre disposition, sinon je dépasserai les 6 minutes que tu m'as accordées. On ne parle que du domaine public. C'est particulier, c'est important. On parle du domaine public. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des réflexions aussi qui sont en cours. Je laisserai peut-être Loïc ici présent en parler, mais là, on ne parle dans ce dispositif que de domaine public. Alors maintenant, il y a cet accompagnement, mais il y a aussi le sujet du cuivre. Alors, j'en dis un mot parce qu'aujourd'hui, ce sont 20 millions de nos concitoyens qui dépendent du cuivre aujourd'hui. Ils ont le réseau cuivre, donc ce cuivre, déjà, il doit être de bonne qualité. Il doit être maintenu en conditions opérationnelles. Tant qu'il y a du cuivre, il doit y avoir de la qualité de service sur le cuivre. Ça, c'est la première des conditions. Ensuite, notre rôle, c'est aussi de nous assurer à nous, NCT, et de contribuer avec tous, avec la DGE, avec l'ARCEP, surtout avec l'opérateur historique qui est propriétaire du réseau cuivre, de la bonne transition, de la bonne bascule, que la bascule se passe dans de bonnes conditions entre le cuivre et la fibre. Alors évidemment, côté NCT, on porte un regard sur les territoires ruraux. Et on a, voilà, je rentre dans le détail si vous le souhaitez, les ministres ont écrit à chacun des préfets pour que les préfets se saisissent du sujet et organisent un travail localement. Parce que cette transition du cuivre vers la fibre ne se fera qu'avec la mobilisation et l'implication des élus. Voilà. Dans tous les sujets d'accompagnement, c'était juste une petite information, dernier sujet dans ce slide que je voulais vous passer. Le sujet de la résilience, plusieurs en ont parlé, c'est un sujet déterminant. Nous, NCT, nous souhaitons que chacun des territoires porte une attention sur la question de la résilience. Donc voilà, c'est le travail qu'on va engager, et nous, notre rôle, côté NCT, c'est de nous appuyer sur les initiatives déjà lancées dans certains territoires. Il y a quelques territoires qui ont engagé un travail, et en fait, c'est bien le rôle de l'NCT, c'est de s'appuyer sur l'intelligence des territoires et de la diffuser à tous. Nous, on n'est pas plus intelligents que les autres. En revanche, on a un rôle qui nous permet de diffuser cette bonne intelligence. Donc, notre objectif, c'est, dans les prochains mois, établir ce qu'on pourrait être un cahier des charges de l'interrogation que doit avoir un territoire sur la résilience de son réseau. Et ça touche à beaucoup de choses. J'entends parler d'enfouissement régulièrement, enfin plusieurs ont intervenu, juste pour dire que probablement, mais il y a beaucoup de choses dans la résilience. Et il y a même des choses qui intéressent les services de l'État. J'en dis un tout petit mot. Jusqu'alors, c'était entre guillemets très simple. Quand il y avait un problème de réseau, le préfet, ce qu'il faisait, il prenait son téléphone, il appelait Orange. Demain, c'est fini. Dans un seul département, il peut y avoir plusieurs opérateurs d'infrastructure. On l'a déjà vécu avec Irma, et c'est un vrai sujet. Donc, tout ça, il y a même des questions d'organisation. Donc voilà, c'est un sujet de 2023. Nous, NCT, on y travaillera, et on y travaillera avec vous tous. J'étais trop vite. Hop. Voilà. L'un de nos gros sujets aussi du moment, mais ça vous m'entendez régulièrement en parler, c'est la qualité. La qualité, pour nous, la dynamique des déploiements, et vous avez compris à quel point je pense qu'on peut en être tous très fiers, ne peut pas s'envisager sans la qualité des déploiements.
Ça, c'est une évidence, et je le répète avec insistance en permanence. Et pour dire simplement les choses, le réseau de demain, les performances du réseau de demain sont directement liées à la qualité des déploiements. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Ça ne marche pas. Imaginez se dire que oui, mais on déploie aujourd'hui, on s'assure qu'il y a continuité optique, mais demain on verra, on fera les choses en fonction de, je sais pas moi, de l'évolution des équipements des opérateurs commerciaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que, est-ce que vous imaginez reprendre une ligne dans laquelle il y a des abonnés, il y a des acteurs, des utilisateurs finaux, ça ne marche pas comme ça. Donc la qualité, pour nous, c'est un élément déterminant. Et les collectivités ont un rôle essentiel, évidemment. Elles ont un rôle de contrôle de la qualité des réalisations, dans le cadre de leur processus de réception. C'est vraiment essentiel. Elles doivent être exigeantes vis-à-vis de leur partenaire d'infrastructure, qui lui aussi doit décliner ça à tous les niveaux. Donc ce processus de réception est déterminant. Nous, à NCT, on regardera, on analysera la méthodologie des contrôles mis en place. C'est notre rôle. On doit regarder, on vérifiera que tout cela a été fait de manière satisfaisante. On portera aussi une attention particulière à la base patrimoniale du réseau. Encore une fois, les réseaux des RIP, ce sont des biens de retour. Ils appartiendront aux collectivités. Il faut qu'ils soient bien réalisés, mais en même temps que la base patrimoniale soit claire, précise. Et la référence pour nous, c'est CRAS THT V3, évidemment. Enfin, on va se doter d'outils d'audit. Alors je le dis parce que ça a été une décision, un travail qu'on a organisé avec les cabinets des ministres qui ont décidé de dire allez-y, organisez des audits. On avait besoin de ça, on avait déjà organisé quelques audits, mais on n'avait pas beaucoup de ressources. Maintenant, ça y est, on a de la ressource, on a de la capacité financière, on a, je vous dis le chiffre, on a 2 millions d'euros pour organiser des audits. Et on le fera parce que c'est nécessaire, parce que, déjà d'une part, nos conventions que les territoires le prévoient, nous avons, en tant que cofinanceurs, une capacité à organiser des audits. On le fera évidemment en bonne intelligence avec les territoires, mais enfin, encore une fois, c'est le rôle de l'ANCT. L'ANCT est garant des deniers publics qu'elle gère. Quand on verse régulièrement, vous avez compris que mon rôle, c'est aussi de signer des versements, donc il y a des centaines de millions d'euros qui vont vers les territoires et qui ensuite se déclinent dans toutes les chaînes de maître d'œuvre, mais aussi de sous-traitance. C'est une certification à chaque fois que je signe une note de versement des travaux réalisés. Donc on doit le contrôler. Donc encore une fois, la qualité des réseaux elle est déterminante. On organise des audits. Et ce travail d'audit, il est évidemment réalisé en bonne intelligence avec tous nos partenaires. D'abord les territoires, mais aussi avec l'ARCEP. L'ARCEP a son rôle, organiser des contrôles, et nous aussi, à NCT, on vient organiser nos contrôles qui sont peut-être plus spécifiques parce qu'ils touchent au territoire, mais dans un exercice, encore une fois, de garantir que le réseau qu'on installe aujourd'hui, qui devient le déploiement graphique, qui devient le réseau de référence de demain, c'est celui des communications électroniques, voilà, vivra pendant plusieurs dizaines d'années en offrant toute la qualité de service qu'on peut attendre de lui et ne pas découvrir d'ici 5-10 ans que parce que des choses n'ont pas été faites de manière satisfaisante, pas respectueuse du cahier des charges ou fasse que ça ne marche pas. Et dernière petite chose, comme on l'a inscrit, encore une fois, je répète, on n'est pas plus intelligent que les autres côté NCT. Et on s'appuie sur l'intelligence du consensus. C'est l'ARCEP qui a organisé le comité des experts, et pour nous, c'est le référentiel. Ce que dit l'ARCEP, enfin, ce que dit le comité d'experts organisé par l'ARCEP, sous l'égide de l'ARCEP, pour nous, c'est le référentiel sur lequel on s'appuiera. Voilà. Donc voilà un peu les messages que je voulais passer. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je suis surtout à votre écoute et à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup Zakaria Alayan. Donc on l'entend, la pérennité des réseaux, leur bon fonctionnement tient beaucoup à la qualité de la pose et du déploiement. Hervé de Tournadre, côté Bouygues Télécom, peut-être nous dire d'abord où vous en êtes, ne touchez à rien, il est clé en main, comme vos réseaux, j'espère. Vous allez nous dire où vous en êtes, et également ce que vous avez mis, au-delà de ce que Michel Combeau témoignera au niveau du plan qualité de la filière, ce que vous avez mis en place, vous, spécifiquement, sur cette question de la qualité. Très bien, merci Sébastien. Alors effectivement, pour commencer, peut-être 3 bonnes nouvelles, hein, parce que alors tu l'as répété, Zakaria, en fait, le plan France Très Haut Débit, c'est un grand succès, donc ça c'est important, je ne vais pas le répéter. Et deuxième bonne nouvelle également, on sait, parce que maintenant les chiffres ont circulé, on les a, que les problèmes de qualité que l'on rencontre, en fait, ils ne sont pas généraux sur le territoire. Voilà, ils sont limités à un certain nombre de points chauds, un peu délicats, et puis en proportion à l'échelle du territoire, ils sont quand même en nombre assez limité, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et les points chauds pour lesquels il y a des difficultés, effectivement, on est en train collectivement de poser des remèdes pour les résorber. Et puis également, troisième bonne nouvelle, également, la filière a convergé sur l'adoption
d'un nouveau train de mesure pour renforcer la qualité. Donc je m'attarderai sur deux en particulier. Il y a la mise en place du régime d'autocertification, mais ça, Michel, tu vas le détailler en détail. Et puis également, il y a le plan de reprise d'infrastructures qui sont importantes. Donc sur le régime d'autocertification, peut-être le qualifier en un mot, en fait, c'est un engagement sur l'honneur des entreprises et des techniciens qui interviennent sur le réseau mutualisé. En fait, pour les premières, respecter un certain nombre de procédures qui ont été définies par la filière récemment, et puis pour les seconds, les techniciens, un engagement sur l'honneur à maîtriser un certain nombre de gestes techniques avant d'intervenir sur le réseau, mais pas que, il y a aussi du savoir-être, etc. Il y a tout un tas d'autres compétences que va rappeler Michel. Et avec la possibilité également, en cas de manquement constaté, de pouvoir flécher en fait un technicien vers une formation adéquate pour qu'il puisse monter en compétences et réintervenir sur le réseau quand il y a eu les dégradations. Donc chez Bouygues Telecom, ce processus il vient d'être lancé, officiellement, on l'a lancé il y a une huitaine de jours. Voilà, donc on espère qu'il va se mettre en place dans toute notre chaîne de sous-traitance d'ici la fin du mois d'avril, pour qu'on puisse commencer à en constater les effets sur le terrain. Également, deuxième composante importante des plans de qualité, effectivement, c'est la reprise des infrastructures. Alors, ça ne concerne pas nous, pas directement en tant qu'OST, mais ces reprises d'infrastructures nécessitent quand même effectivement la collaboration active de tous les OSC, voilà, parce que c'est important que tout ça fonctionne en bonne entente. Donc c'est une composante importante. Il y a les premiers PM qui ont été relâchés, avec de notre point de vue une qualité un petit peu inégale, mais c'est normal puisqu'on est au début des processus de reprise, donc il est normal que l'industrialisation se mette en place. On n'a pas encore des procédures qui sont parfaites. Et nous, on invite la filière, par exemple, à définir, à concevoir un PV de recettes de ces PM qui sont relâchés dans la nature, qui sont de nouveau réouverts à la commercialisation, pour qu'on puisse notamment s'assurer que les référentiels, notamment des routes optiques, des OI et des OC, soient bien conformes à ce qu'on constate sur le terrain et qu'on évite dans le futur des dérives. Voilà. Je pense que de créer ce petit PV, ça permettra à tout le monde de mieux coopérer, puis surtout que les procédures des uns et des autres montent plus facilement en compétences, qu'on industrialise plus rapidement en fait ces plans de reprise. Voilà. Alors il y a d'autres également procédures, j'en parlerai pas. Il y a intervention, etc. Je l'avais évoqué les dernières fois, qui commencent à se mettre en place, qui produisent ces effets. Nous on le teste, ça fonctionne bien. Et au-delà de tous ces sujets de qualité, effectivement, ça a été rappelé, on va être confrontés tous collectivement à de nouveaux enjeux, qui sont la complétude et comment parvenir à faire migrer l'ensemble de nos clients vers le réseau très haut débit. Dans le contexte de fermeture du pied, effectivement, ça c'est de plus en plus prégnant, de plus en plus important. Donc nous, on identifie 4 enjeux. Il y a la complétude des zones fibrées, vous en avez parlé, messieurs les élus, effectivement, c'est les oubliés du FTTH, qui ne sont pas nécessairement des oubliés parce qu'ils manquent de l'infrastructure, mais aussi, par exemple, parce que dans les outils d'éligibilité, le logement n'est pas noté comme raccordable. Et alors, il suffit de faire un screen. Il faut que collectivement, on arrive à résorber ces difficultés parce qu'effectivement, ça génère de la frustration. Quand un client à côté est raccordé que moi, je ne le suis pas, ça génère de l'incompréhension. Il y a également la question de la complétude en zone très dense qui est devant nous. On sait qu'il y a de l'ordre, je sais pas, de 8-10% des locaux qui ne sont pas raccordés. Donc, c'est des trous de couverture. Il faut que collectivement, on trouve des solutions pour y remédier. Et puis, il y a également la question de la densification des réseaux qui va arriver, je pense. L'urbanisation, ça vit, des logements sont détruits, des poches de basse densité peuvent disparaître, être remplacées par des poches de plus haute densité, et donc effectivement on va être confronté à l'enjeu de peut-être désaturation et de redensification des réseaux pour pouvoir réaccorder tous ces nouveaux locaux qui arrivent. Et puis il y a la question effectivement importante du coût des travaux dans le domaine privatif. Alors effectivement, quand nous, opérateurs commerciaux, quand il s'agit de désaturer, de déboucher un fourreau, etc., ça on est capable de le faire, on le fait déjà. Après, il peut y avoir, s'il faut reconstituer un génie civil dans la partie privative, c'est beaucoup plus coûteux. Et donc là, nécessairement, probablement, ça fera appel à des financements publics. Voilà. Certains de ces enjeux nécessiteront peut-être des financements publics supplémentaires et pourquoi pas, effectivement, je rejoins Philippe Legrand, pas être pioché directement dans les recettes de la fiscalité spécifique qui sont nombreuses et qui pourraient être réfléchies directement vers ces travaux. Merci.
Merci beaucoup, Hervé de Tournadre. Oui, vous êtes la nouvelle forme du fantôme, on en reparlera, mais peut-être qu'on a trouvé la martingale. Lionel Recorbet, donc président d'XP Fibre. Aujourd'hui, on est à 6 millions de prises XP Fibre, je crois, posées, déjà déployées. Vous, votre regard justement sur cette double question à la fois de la qualité et de l'horizon qui nous anime pour je dirais, pour l'après-déploiement. Merci, bonjour à tous. Alors j'ai déjà reçu un SMS qui m'a dit que la parité est toujours très présente ici, oui, il va falloir faire quelque chose. C'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai sujet, il va falloir vraiment qu'on y travaille et c'est important. Mais pour commencer, et sur les infrastructures, ça reste un monde très masculin malheureusement, et on a besoin de femmes dans nos métiers, je le dis, je le redis, c'est important. Même sur le terrain, il y a des raccordeuses aujourd'hui et c'est important d'aller dans ce sens-là. Oui, 6 millions de prises. 6 millions de prises, ça montre quoi? Ça montre que effectivement les déploiements sont un vrai succès. Que le plan délivre ce qu'il doit délivrer. On est aujourd'hui à 83% des déploiements. On sera à la fin de l'année à 95% de couverture de nos engagements. On est déjà à 95% sur la zone AMI, donc ça fonctionne très bien. La première étape de notre mission, qui est de déployer les réseaux, a bien marché. Elle a bien marché, et aujourd'hui, notre enjeu, c'est transformer nos hypothétiques prises raccordables en prises raccordées. Et ça aussi, ça démarre bien. Et ça a bien démarré, puisqu'aujourd'hui, sur le périmètre XP Fibre, on est à 2,9 millions de clients. Ça veut dire qu'on a un taux de pénétration de 48%. Donc, on voit bien cette augmentation et cette adhésion de l'ensemble des abonnés, de l'ensemble de la population à la technologie, parce qu'il y a une attente très forte, il y a des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, et oui, c'est une évidence, il faut basculer à la fibre. Pour autant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'abord parce qu'il y a ces sujets liés au raccordement des abonnés, le fameux mode stock, et la qualité des réseaux. Alors, oui, il y a des sujets, il y a des points chauds, on a, nous, un plan de reprise sur un certain nombre de points de mutualisation qui sont présents sur le territoire, 900 PM, donc c'est quelques moins de 8% à 7% des lignes qui sont concernées par un plan de reprise, parce qu'on avait des réseaux qui ont été construits historiquement, 2008, 2009, 2010, la fibre, ça a commencé en 2006, les premières annonces autour de la fibre en zone très dense, c'est 2006, et à l'époque, on a déployé selon les règles en vigueur. Les PM, c'était des PM de 1000 lignes. Parce que j'ai relu un petit livre de l'ARCEP publié en 2011 où la taille minimale des PM, c'était 1000 lignes. Oui, monsieur Topper. Oui, Richard, c'était bien ça. Et aujourd'hui, c'est effectivement les PM qui nous posent le plus de problèmes. Comme quoi, des fois, il y a des normes, et les normes, elles évoluent. Elles évoluent dans un sens en fonction de ce qu'on fait. Zacharia, des fois il y a des normes, et oui, elles évoluent en fonction de la manière dont le marché évolue. Et aujourd'hui, on nous dit un PM le PM, c'est 300. Quoi. Si vous faites des PM de 1000, vous allez créer des catastrophes. Donc oui, il y a des plans de reprise. Parmi ces 900 PM, il y a effectivement beaucoup de PM de 1000 lignes, et c'est les points les plus accidentogènes. Mais en fait, la qualité, et le sujet de la qualité, et je suis désolé Hervé, mais il est présent partout. Il est présent partout. Aujourd'hui, si la filière entre Infranum et la FFT s'est réunie pour sortir ce plan de dire il faut certifier les techniciens, il faut des plannings d'intervention, il faut des comptes rendus d'intervention, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop de techniciens qui font n'importe quoi sur les réseaux. C'est une réalité et ça met en danger nos réseaux. Donc oui, il faut devenir de plus en plus sévère, nous en tant qu'opérateurs d'infrastructure, vis-à-vis de la qualité délivrée par les opérateurs commerciaux. Il n'est pas question de remettre en question le mode stock, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès du plan. C'est ce qui fait qu'on a 48% de taux de pénétration sur nos réseaux. Donc la question n'est pas de remettre en question ce mode stock, c'est de faire en sorte qu'il marche correctement. Et pas uniquement à dire il y a 900 PM qui posent problème chez XP Fibre, il y a XPM qui pose problème chez Altitude. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est sur l'ensemble du territoire, faire en sorte que quand on fait un raccord, on le fait bien. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect qui fera que le plan fonctionnera et que les gens ne se poseront pas la question de savoir s'ils doivent passer ou pas à la fibre.
Parce que quand ils regardent des reportages à la télé, aujourd'hui, ils se posent la question de se dire, est-ce qu'on va faire 2 trous dans mon mur? Ça, c'est une réalité. Et c'est ce qui freine aujourd'hui l'adhésion d'une partie de la population. Donc c'est bien, on est à 50%, mais nos BP, ils sont là pour être à 80, 85, à 90% de taux de pénétration, pas à 50. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on améliore ces processus et qu'on aille plus loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement qu'il va falloir raccorder l'ensemble des abonnés. Et aujourd'hui, on a un deuxième problème. Et vous l'avez soulevé, ça a été évoqué dans les interventions précédentes, c'est les raccordements complexes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des raccordements complexes et c'est une réalité. On estime que c'est 5 à 6% des raccordements, et encore, voilà, c'est une estimation, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, puisque le raccordement, le piquetage n'a pas été fait jusque dans le salon du particulier. Aujourd'hui, on estime que c'est 5 à 6% de ces raccordements qui sont problématiques. Et ils sont problématiques à la fois en domaine public et à la fois en domaine privé. Donc on a les deux composantes à régler. Et c'est pas, je suis désolé, Zacharia, 150 millions qui vont nous aider à régler ces problèmes-là. Ça va aider, mais c'est très largement insuffisant. C'est très largement insuffisant. On a un problème financier majeur. Et si demain, parce que c'est l'objet de la table ronde future, on veut arrêter le cuivre, il va falloir faire quelque chose pour accorder ses abonnés. Parce qu'aujourd'hui, un abonné qui a un DSL à 40 €, on va lui dire, tu fais 2000 € de travaux chez toi pour avoir la fibre, alors qu'on a des gens qui sont au niveau du SMIC, ben jamais ils feront les 2000 € de travaux chez eux pour aller être accordés à la fibre. Et le jour où on va vouloir leur dire, on arrête le cuivre, ben on va avoir un gros problème. On va avoir un gros problème, parce que ces gens-là vont clairement vous dire, mais non, c'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de financer ces raccordements, on a besoin de financer le particulier sur le domaine privatif, évidemment, parce qu'une partie de la population ne peut pas, même si c'est en domaine privé, même si on est tous d'accord pour dire que c'est pas à l'OI de financer, c'est pas à l'OC de financer, ne peut pas basculer à la fibre. Mais on a aussi besoin de financer les domaines publics, pardon. Et les domaines publics, alors je suis très heureux, encore une fois, je réagis parce que Zacharia est intervenu avant moi, on est au service de tous les territoires. Mais ces raccords complexes, on en a en zone très dense, on en a en zone AMI, on en a en zone AMEL et on en a en DSP. Aujourd'hui, les 150 millions sont exclusivement fléchés sur les délégations de services publics. On a aussi besoin de financer les zones privées. Parce que sinon, le problème, de toute façon, on va l'avoir. On va l'avoir et on n'arrêtera pas le cuivre. Aujourd'hui, notre enjeu majeur, c'est d'arrêter le cuivre le plus rapidement possible. C'est un enjeu majeur pour Orange parce qu'il a un intérêt économique. C'est un enjeu majeur pour les opérateurs d'infrastructure parce que notre taux de pénétration va dépendre de la bascule de ses abonnés. Et les rentabilités des opérateurs d'infrastructure dépendra de ses abonnés. Et non, ces infrastructures ne sont pas aujourd'hui financées. Donc on attend réellement un geste fort pour financer ces infrastructures. Des solutions existent. Des solutions existent. C'est pas juste incantatoire, ce que je dis, c'est on a les solutions. On peut trouver des solutions. Il y a les 150 millions qu'on peut réinjecter d'une manière ou d'une autre. On peut aller chercher de l'argent privé. On peut avoir un investisseur avisé qui sait travailler autour de ces sujets-là. Oui, il y a des moyens. Il faut s'en donner les moyens. Et il faut le faire de manière urgente. Parce que la demande, elle est maintenant. Elle n'est pas quand en 2026, on va se dire on arrête le cuivre, il va falloir trouver les financements et les solutions pour ces raccords-là, ces raccordements-là. C'est maintenant qu'il faut trouver la solution. Et c'est maintenant qu'il faut trouver les financements. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à raccorder les abonnés. Voilà. Le sujet, il est très présent. Donc dire oui, le plan est un succès, sa phase 1 est un succès. On a déployé, on a fait le job. Maintenant, il faut terminer le job. C'est transformer les abonnés, les raccorder sur ces réseaux-là. Là, on aura fait la deuxième étape. Et après, la troisième étape, je suis un peu long, mais désolé, la résilience des réseaux, c'est l'étape future. Mais faire la résilience des réseaux, quand 90% ou 95% de mes réseaux sont sur du GCBLO, notamment en aérien. Et j'utilise des appuis aériens d'Orange. C'est à qui de financer l'enfouissement? Parce que où va retomber le patrimoine qui va être enfoui? Est-ce que ça va être un patrimoine propre à l'opérateur d'infrastructure? Est-ce que ça va retomber dans GCBLO? C'est une vraie bonne question.
Et si ça retombe dans GCPLO ou si ça tombe dans mon patrimoine, je paye une redevance tous les mois à Orange pour utiliser GCBLO. Ça veut dire qu'on me prive d'une partie du patrimoine. Donc il faut revoir les prix. Donc on est vraiment au début de cette logique de résilience. Il y a forcément un financement à trouver. Et là, on n'est plus dans les 3-4 milliards dont on parle pour les raccords complexes, mais on est plus sur du 10, 15, voire 20 milliards pour gérer l'enfouissement. Mais c'est pas juste. Voilà. Est-ce que c'est 20 milliards qu'on donne à Orange parce que si on enfouit pour le compte de GCBLO, on flèche 20 milliards vers Orange. Ou est-ce que c'est 20 milliards qu'on va retrouver quelque part dans la réduction de GCBLO, ou est-ce que c'est du pur financement public? C'est une vraie question. Donc, on a encore beaucoup de réponses à trouver. On en a à trouver à très très court terme, hein, les raccords complexes, c'est maintenant, je le répète, et puis après, on aura des solutions à trouver pour demain, pour les solutions de résilience des réseaux. Merci. Merci Lionel, merci beaucoup. Je reviens effectivement à une question. Effectivement, 3 questions. La première, ne pas considérer le plan comme terminé, mais sa phase 1 en cours d'achèvement, et anticiper d'ores et déjà la suite de ce plan. Et puis, je note bien la préoccupation autour des emplois et de leur féminisation, certes, mais assez globalement, de recruter dans cette filière. Avant le Covid, je crois qu'était prévue une grosse campagne de communication autour des métiers des infrastructures numériques, et puis depuis, il y a eu le Covid. Et puis il y a des parts sorties, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ce déficit et on voit des opérateurs d'ailleurs d'installation de bornes de recharge électrique vous piquer des gars. Donc voilà, c'est un sujet auquel la région ici est sensible. Il y a 4 ans, on avait fait un forum des métiers ici et on sait que la formation au métier de l'infrastructure numérique est un cheval de bataille ici. Jean-Germain Breton, de votre côté Orange Concession, qu'est-ce que vous partagez des constats qui ont été exprimés par nos intervenants jusqu'à présent? Et puis vous-même, où en êtes-vous? Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bien, on va faire un petit point sur le déploiement, sur la qualité, et puis je vais reprendre un certain nombre de propos évoqués par Lionel, bien entendu, parce qu'on partage bien entendu tous ces enjeux. Un petit point d'abord sur le déploiement de nos réseaux. Vous savez qu'on a 24 RIP dans notre portefeuille. On a contractualisé 4 600 000 prises avec le récent accord pour la complétude de l'Auvergne. Et avec des forts taux de densification d'ailleurs, parce qu'on a toutes de RIP sur l'arc atlantique avec des taux de densification extrêmement importants, ce qui fait qu'on va engranger un certain nombre de nombreux clients dans les prochains semestres et les prochaines années. Alors aujourd'hui, où on en sommes, pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 50% de nos réseaux qui sont déployés. 50% sur le portefeuille des 24 RIP. On a 7 réseaux qui ont un déploiement supérieur à 60%, entre 60 et 99%. Et sur ces 7, il y en a 4 ou 5 qui auront terminé leur déploiement en 2023. Et puis on a 4 RIP qui ont un déploiement en deçà de 60%, 2 RIP récents, la Haute-Saône et Yana, et nos 2 gros RIP d'affermage que sont la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez les codes couleurs associés à ces 3 stades de déploiement. Donc globalement, le déploiement se passe plutôt bien. Comme le disait Lionel, on est en ligne avec l'ensemble des engagements que l'on a pris, et puis on continue à travailler. On couvre actuellement plus de 5300 communes. À terme, ce sera 6500 communes qui seront couvertes par des RIP Orange. On a un peu plus de 1200 NRO déployés et 10 000 PM qui sont déjà déployés pour une couverture un peu plus de 3 600 000 logements couverts. Et ce qui me paraît important, c'est effectivement de produire dans les délais. Je rajoute aussi de raccorder les clients. On a déjà plus de 1 million de clients sur nos réseaux. Et sur les DSP dont le réseau est terminé, on a à peu près 55% de taux de pénétration sur l'ensemble des DSP dont on a terminé le déploiement. Voilà un petit focus sur la commercialisation avec une grosse bataille concurrentielle, une grosse intensité concurrentielle sur nos réseaux. Alors, produire c'est bien produire c'est mieux. Effectivement, et donc quelques mots sur la qualité, de nos réseaux. Les feux sont plutôt ouverts, hein, je souhaite plutôt le dire. Nos réseaux sont plutôt bien construits, les opérateurs commerciaux qui viennent sur nos réseaux pour connecter leurs clients sont plutôt satisfaits. On a un taux d'échec de production aux causes opérateurs d'infrastructure autour de 3,8%. On a plutôt des retours très positifs
sur la façon dont sont construits nos réseaux, on ne ressort pas dans les listes de points noirs, etc. Pour autant, je nuancerai le propos, parce qu'on a un certain nombre de progrès réalisés sur l'exploitation de nos réseaux, sur la capacité à être efficace sur tous les raccordements des logements neufs, ce qui est une vraie préoccupation, sur une capacité à industrialiser toute l'exploitation des CRI, qui est une vraie difficulté d'aller sur une industrialisation, et puis le principal point de vigilance, c'est tout ce qui concerne les raccordements clients. On va multiplier, j'entends que Zacharia va faire un certain nombre d'audits, mais nous, de notre côté, on va accélérer, augmenter le nombre d'audits suite à des raccords clients. Il y a une vraie difficulté, il ne faut pas se la nier. On a pris un certain nombre d'initiatives avec la filière, mais aujourd'hui, les choses tardent à se mettre en place. Et ça rejoint le premier enjeu que je voulais partager avec vous ce matin. Le premier enjeu, c'est bien entendu la qualité des réseaux. Sur les audits qu'on a réalisés, les audits à froid, sur les résultats feront apparaître qu'on a entre 50% et 90% de taux de non-conformité. Entre 50% et 90% de taux de non-conformité, ça dépend des FAI, ça dépend des territoires. C'est beaucoup trop. Donc cette qualité, on met à disposition de nos opérateurs, de nos clients, des réseaux de bonne qualité, mais ils se dégradent trop vite. Donc il y a un vrai point de vigilance, donc il faut qu'on y travaille collectivement, et tout le travail qu'on a été fait, effectivement j'entends que Hervé, que Bouygues Télécom va se mettre en place à partir de fin avril, etc., mais il faut accélérer toute la mise en place, sinon on va dégrader. Et voilà, et 90% de nos conformités, ce n'est pas un sondage, et ça se base sur des volumes significatifs, et on va continuer à renforcer les audits, parce que c'est un point majeur de difficulté. Donc, et puis on va continuer à travailler aussi pour, ça c'est le premier terme, la qualité de nos réseaux, et là on y veille, et il va falloir se demander si notre organisation est suffisamment coercitive, si on n'arrive pas à redresser la barre dans les prochains mois. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu, je l'ai rappelé aussi Lionel, de la complétude et d'un raccordement complexe. Alors, quand je dis qu'il y a la moitié des réseaux qui sont construits, ça veut dire qu'on est à 99% de taux déploiement. Donc c'est ça, ça veut dire 99,5%. Donc il faut se poser la question de la complétude pour les dizaines de prises, pour les petits RIP, pour les moyens RIP, pour les quelques centaines de prises, et là, il faut avoir trouvé avec nos collectivités, avec nos déléguants, des approches très pragmatiques, à la fois pour répondre à la promesse politique du 100%, qui est tout à fait naturelle, mais en même temps pour avoir un investissement économique raisonnable. Quand on a plusieurs centaines de prises qui font 25 000 € chacun, c'est pas raisonnable pour un opérateur d'infrastructure de mettre autant d'argent sur les prix, donc il va falloir trouver des solutions alternatives. Mais là, on parle de la frange, on parle de 0,3 ou 0,4% pour trouver des solutions alternatives en termes de satellites, etc. Et pour essayer de trouver les solutions et se donner un petit peu de temps pour investir un peu dans le temps et se donner un petit peu d'air. Et je pense qu'on peut y arriver tous ensemble parce que ça concerne quand même qu'une frange minime et que quelque part, l'engagement et le job, il est fait, il est là et l'investissement, il a été réalisé. Puis le dernier enjeu, c'est bien sûr un enjeu un peu plus à long terme, mais qui se prépare dès maintenant, la résilience, construire des réseaux durables, responsables, avec une économie équilibrée. Et plus on continuera, et il nous faut avoir ces éléments assez vite pour qu'on continue à investir sereinement, puisqu'on a une garantie d'avoir une exploitation, je dirais, équilibrée dans les prochaines années. Et ça passe par un certain nombre d'initiatives. Philippe l'a rappelé avec le GoDeal, tous les travaux autour de l'IFER. Il va falloir augmenter nos tarifs de gros, bien entendu, pour financer, pour avoir quelque chose d'équilibré. Mais moi, je formule les vœux que l'année 2023, au regard de l'ensemble des initiatives qui sont prises, soit l'année de prise de décision et qui permettent de transformer l'essai. C'est formidable quand même de construire des réseaux dans les zones rurales. Quand on se déplace ici les uns les autres, on voit, là, on déploie la fibre dans des tout petits villages, en montagne, etc. Enfin, c'est assez exceptionnel ce qui est en train d'être fait. On couvre 99,5% quand on dit qu'on fait la complétude de nos réseaux. C'est une vraie complétude. On n'est pas 90, 92, on parle de 98, 99%. Et moi, je formule le vœu que l'année 2023 puisse être l'année de prise de décision effective pour transformer l'essai. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Germain Breton. Je crois que c'est une volonté partagée. Il y a un momentum qui est en train de se dégager. On a entendu
Le ministre Jean-Noël Barrot parlait de consultation sur les 6 mois qui viennent. Je crois qu'il y a une prise de conscience autour de cette étape 2 à enclencher dès maintenant, comme le disait Lionel également. Mathieu Denoy, directeur de la réglementation des affaires publiques de TDF, c'est la première fois que vous intervenez aux États généraux des RIP. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous-même, comment regardez-vous cette situation et où en êtes-vous sur vos réseaux d'initiatives publiques ? Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors, je suis effectivement moi aussi très heureux d'être là aujourd'hui, c'est la première fois et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui du sujet sensible de la promesse, des promesses que nous avons faites aux Français et puis des conditions de leur réalisation. Parce que quand on fait une promesse, ce qui est important surtout, c'est d'essayer de la tenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être de revenir sur TDF, sur le secteur de la fibre. Alors, TDF est une entreprise qui n'est pas forcément la plus connue du secteur en termes de déploiement et de commercialisation de la fibre. On est le petit dernier en quelque sorte, enfin, le plus gros des petits derniers. Nous sommes présents aujourd'hui sur 5 territoires. Il y a 5 territoires qui nous ont accordé leur confiance. Donc, nous déployons la commercialisation de la fibre sur les territoires du Val d'Oise, des Yvelines, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, qu'on appelle communément le Val-de-Loire, du Maine-et-Loire, et plus récemment dans la communauté de communes de Faucigny-Blières, en Haute-Savoie. Nous avons au final environ 800 000, je n'entendais pas les 6 millions de prises déployées, nous avons 800 000 lignes à déployer. Aujourd'hui, sur ces 800 000 lignes à déployer, nous avons déjà déployé environ 600 000 lignes, donc 650 000 lignes. On est entre 80 et 90% de tout l'achèvement aujourd'hui des déploiements, c'est-à-dire de la réalisation de la complétude. Donc pour incarner ces déploiements et ces présences locales, on s'est permis de mettre la photo de nos directeurs. Là encore, on a un petit sujet de féminisation, je suis d'accord, mais c'est vrai, c'est comme ça. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Donc aujourd'hui, nous avons 4 directeurs territoriaux qui sont en charge de l'ensemble des sujets de déploiement et de commercialisation de la fibre dans nos territoires. On a parlé, on est à environ 650 000 lignes déployées. On a un taux de commercialisation, alors on est arrivé un peu tard, on est arrivé en 2018 sur ce marché. On a toutefois rattrapé toutes ces questions de déploiement. Vous voyez, on a plus de 80-90% de taux de déploiement et on a un taux de commercialisation de l'ordre de 50%, donc on est au niveau du marché. Donc nous sommes très contents d'être présents sur ces marchés, et puis très heureux de la confiance qui nous a été accordée, et globalement déjà très heureux d'avoir pu la rendre. Alors si on revient sur le sujet du jour, il y a déjà eu beaucoup d'animations, beaucoup de sujets, beaucoup de complexité abordée lors des précédentes interventions. Alors je ne sais pas si je serai disruptif, différent, mais j'ai un message qui est peut-être un peu étonnant. Je dirais que sur la qualité, je dirais qu'il y a 2 promesses, j'ai l'impression, que nous avons faites aux Français, et le ministre a été clair. Alors, pour moi, il y a une promesse qui n'était pas tout à fait évidente sur la question de l'universalité de la complétude. Mais je crois que là, c'est très clair. On parle d'un 100% très haut débit, c'est quasiment un 100% FTTH. En tout cas, c'est ce que le ministre vient d'annoncer. En tout cas, c'est l'ambition. Donc, il y a 2 promesses. Il y a cette promesse d'universalité, donc de l'arrivée de la fibre dans l'ensemble des foyers français et des entreprises. Puis, il y a la promesse de qualité. Voilà, il y a ces 2 principales promesses. Alors, je vais commencer par la promesse de qualité. Sur la promesse de qualité, ce que j'ai à dire est finalement assez simple, ça tient en peu de mots, mais ça va peut-être choquer. J'ai l'impression qu'on y est. Je mets de côté. Oh là, voilà, ça choque. Non, je mets de côté la question de la production. Non, mais je mets de côté la question de la production des accès. Vous en sortirez pas comme ça. Donc, il y a la question de la production des accès et des raccordements. Mais je voulais me concentrer là, parce qu'on va en parler évidemment, mais je voulais me concentrer juste sur une fois que c'est fait, c'est-à-dire une fois qu'on a raccordé, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Et ce que je vois, moi, sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'on a des taux de panne assez faibles, un fonctionnement qui est non pas optimal, hein, rien n'est optimal, tout s'améliore en permanence et en continu, mais j'ai le sentiment que ça fonctionne bien, que les lignes fibre fonctionnent bien, et j'ai par ailleurs le sentiment qu'il y a un effort collectif important, continu, de l'ensemble et des collectivités et des opérateurs sur le terrain, et de la sphère publique et des régulateurs. La NCT aujourd'hui joue parfaitement son rôle de garant de la qualité des réseaux. Alors on parle d'audit pour demain, nous on a eu un audit l'année dernière sur le Val-de-Loire, qui s'est très bien passé d'ailleurs.
Donc on a eu déjà un audit sur le Val-de-Loire. L'ARCEP, dans son rôle de régulateur, suit un certain nombre d'indicateurs de qualité de service. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu sur le fonctionnement des réseaux. Il n'y a pas d'enjeu plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui sur le réseau cuivre, en tout cas. Donc il n'y a pas de choc, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc moi, j'ai le sentiment, mettons de côté, je le dis bien, je le répète, le sujet du raccordement initial, mais mettons ce point de côté. Sur la vie des réseaux, j'ai l'impression que tout va bien, ou en tout cas, on est en capacité de tenir la promesse que nous avons faite aux Français. Sur le deuxième sujet, qui est celui de l'universalité, ma vision est plus difficile, enfin, j'ai le sentiment que ça sera plus difficile. Et là, je rejoins le point sur la question du raccordement. J'ai le sentiment qu'en termes de déploiement, c'est-à-dire de la réalisation de la complétude, ça ira, on ira, je pense, à peu près au bout dans les prochaines années, peut-être 2024-2025. Mais on va bloquer clairement sur le sujet des raccordements complexes. Il y a plein de plans, on l'a évoqué plusieurs fois, tout le monde en a parlé. Les raccordements complexes, c'est quelques pourcentages de raccordements à réaliser qui coûtent excessivement cher et qui n'étaient pas anticipables, prévus. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à un mur d'investissement, une carence potentielle d'initiatives, et donc il faut trouver des solutions. J'ai entendu parler de 20 milliards, donc je pense que ça va englober plus de choses, mais aujourd'hui, il y a quand même des investissements à réaliser, et on n'a pas forcément, juste si on regarde les propositions faites par la NCT, la capacité d'investissement des collectivités ou des opérateurs, là, on n'est pas forcément en mesure collectivement de répondre à ça en l'absence d'éléments complémentaires, de dispositifs complémentaires. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est un peu bizarre parce que c'est le thème de notre journée, c'est qu'on parle beaucoup de dispositifs de création, mais on n'a pas parlé du service universel, ou finalement assez peu. Et il se trouve qu'il existe ce service universel, alors c'est bien, hein, on a l'Union européenne qui est motivée, hein, qui a dit qu'on pouvait mettre en place au niveau national un service universel, alors c'est plutôt à bon débit, à haut débit. Nous avons un ministre qui parle de très haut débit, c'est formidable. En tout cas, il existe, il a été transposé en droit français, c'est l'article L35 du Code des postes et des communications électroniques. C'est un dispositif qui existe. Il y a une consultation publique de l'État pour essayer de définir les conditions de mise en œuvre de ces services universels, hein, qui vise globalement deux choses, hein, qui visent à s'assurer que l'ensemble des foyers soient raccordés, d'une part, et puis, pour ceux qui en ont besoin, qu'il y ait une logique de tarification sociale spécifique. Donc aujourd'hui, le SU est disponible, mobilisable. Il faut qu'on travaille collectivement à son mise en œuvre. Je ne sais pas s'il y a un complément des propositions qui ont été faites par Infranium et l'AVICA, en complément des réflexions du ministre, ou s'il s'intègre directement. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui quand on a promis aux Français d'avoir une couverture à 100%, de se pencher réellement et de travailler fondamentalement à la question de la mise en œuvre du service universel en France. Voilà. Et effectivement, comme on le disait en préparant cette table ronde, vous me disiez le service universel, c'est une politique publique, et vous en avez un petit peu l'histoire, hein, puisqu'il y a une transition, là on dit passer du cuivre à la fibre, et vous êtes passé de l'analogique, la télévision analogique à la télévision numérique, mais c'était un grand plan très préparé qui a coûté 350 millions d'euros d'argent public pur. Alors on est effectivement le petit orange, tout petit orange sur la télévision. Donc nous avons arrêté la télévision numérique donc il y a maintenant environ une décennie, la télévision analogique, pardon. La télévision analogique. Si vous arrêtez la numérique, non, un petit peu avant. Jamais. Non, nous avons arrêté la télévision analogique il y a maintenant une décennie. Ça a été une révolution. On est en train de parler d'un passage, si vous vous souvenez, des 6 chaînes à ce qu'on vit aujourd'hui avec une trentaine de chaînes disponibles gratuitement à l'ensemble des Français. Ça a été un plan très compliqué, notamment parce que ça a été accompagné d'une modification de l'empreinte de couverture par le réseau national historique. Typiquement, TDF avait des points de présence, je crois on avait environ 3000 points de présence pour couvrir la France en analogique, en télévision analogique. On est passé à 1626 précisément en TNT, donc une diminution du nombre d'infrastructures mobilisées de 50%. Alors ça n'a pas eu le même effet sur la couverture parce qu'effectivement les derniers points de présence couvrent un petit peu moins. Mais ça a créé une situation où on allait, comme ce qu'on va vivre là, le raccordement complexe, une situation de carence. Des gens n'étaient plus en mesure d'accéder à la télévision dans des conditions
dans des conditions optimales, simples. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation collective de l'État français et des opérateurs pour s'assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et donc on a mobilisé et de l'argent public, on a créé des fonds spécifiques, on a créé des dispositifs spécifiques. Il y a même un dispositif spécifique dans la loi sur la liberté de communication qui s'appelle le 30-3, c'est encore quelque chose d'un peu barbare, mais qui permet aux collectivités de traiter eux-mêmes la question de la couverture de la télévision sur leur territoire. Donc il y a une mobilisation globale des acteurs, la mobilisation de l'ensemble des dispositifs qui étaient sur la table, et puis la volonté vraiment collective de s'assurer que aucun de nos concitoyens, citoyens se retrouve sur le bord de la route. Merci. Comparaison n'est pas raison, mais gardons ça à l'esprit quand même en termes d'approche. Si on a un peu d'expérience, on peut l'utiliser. Michel Combeau, la filière s'est mobilisée Infranum, la FFT, autour de cette question de la qualité. Quels sont les grands axes de cette politique qualité et ce qui permettra plus tard de garantir la qualité des déploiements et des engagements d'opérateurs d'infrastructures? Merci Sébastien, bonjour à toutes et tous. J'ai effectivement préparé quelques planches pour présenter alors, une partie du plan qualité. Ça a été un certain d'annonces qui ont été faites depuis le mois de juin dernier en lien avec effectivement toute la filière et Infranum. Et je remercie Philippe et toutes ses équipes et tous ses membres pour le soutien collectif. Là, je vais vous présenter assez rapidement la partie vraiment qualité de raccordement final. C'est un vrai sujet, comme on a pu le rappeler. Alors, je ne vais pas revenir sur savoir est-ce que c'est le point principal ou le point secondaire des enjeux de qualité. Clairement, il y a un vrai sujet, c'est un constat qui est partagé, c'est celui de la responsabilisation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Pourquoi donc là, je le rappelle, on a un vrai sujet de savoir, en fait, lorsqu'il y a un raccordement qui est fait, est-ce qu'il a bien été fait? Et sinon, comment, effectivement, d'une part, s'assurer que cette situation ne se reproduira pas? Et comment arriver à ce que toute la filière, en fait, monte en compétences? On le rappelait, et Lionel disait, déplorer, effectivement, le manque de fidélisation. On a besoin de raccordeurs, on a besoin de raccordeuses, et donc de rendre attractif, en fait, notre filière au global. On manque de gens, tu citais effectivement le fait que le secteur électricité est en train aussi à des grandes ambitions de raccordement, et c'est vrai qu'on se bat avec ceux qui déploient des bornes électriques, et on le sait nous aussi que raccorder le raccordement électrique est un vrai enjeu national. L'enjeu vraiment, en tout cas, ce qui nous a animés, c'est de rendre attractif cette filière et de vraiment travailler en tout cas avec l'ensemble des acteurs sur comment responsabiliser l'ensemble de notre chaîne de sous-traitance, comment responsabiliser aussi les raccordeurs. Alors, on a pris le parti, ça a été en tout cas le choix qui a été fait à l'automne dernier, de d'abord faire un plan de responsabilisation. On avait envisagé de repasser tout le monde à la case formation, mais on le sait très bien à un moment, ça nous aurait pris effectivement des années avec un coût assez important. Donc là, la première étape, c'est vraiment la responsabilisation. Et comme le rappelait Hervé, on a vraiment en tout cas, d'une part, on va s'appuyer sur un référentiel qui a été élaboré avec à la fois toute la sous-traitance, les opérateurs d'infrastructure, les opérateurs commerciaux. Ces référentiels vont être appliqués donc, aux raccordeurs de rang 1 et de rang 2, avec une portée nationale. On parle d'un référentiel qui est unique, qui sera bien entendu amené à évoluer parce que je dirais, les compétences et les références, elles évoluent aussi avec le temps. Mais donc là, on a figé en fait ce référentiel avec l'ensemble de la filière. Et donc ce socle de compétences minimales en fait fait l'objet en cours. Hervé parlait de fin avril, des opérateurs commerciaux vis-à-vis de leurs sous-traitants ou de leurs raccordeurs, parce qu'on sait certains opérateurs commerciaux forment eux-mêmes leurs propres raccordeurs. Et cette responsabilisation est importante. Pourquoi? Parce qu'elle s'insère aussi dans un schéma global de contrôle. On parlait d'audit à chaud, d'audit à froid, de qualité. Donc ça doit permettre effectivement, avec ces référentiels, et on peut passer à la planche suivante pour juste voilà. Donc ça c'est assez rapide. Donc on a le référentiel d'entreprise qui va servir d'engagement des différents acteurs de sous-traitance sur leur processus interne, je dirais de qualité. On a le référentiel le raccordeur qui va être contresigné à la fois par l'entreprise et par le raccordeur, et que le raccordeur devra montrer en cas de contrôle.
Donc, on saura effectivement derrière si ce raccordeur s'est engagé. Si effectivement derrière, dans le cadre de contrôle divers et variés, la qualité n'est pas au rendez-vous, ça permettra de remonter effectivement directement à l'entreprise et de voir avec l'entreprise comment, je dirais, reformer le raccordeur, en tout cas, comment s'assurer que derrière, je dirais, la malfaçon ne se reproduira pas. C'est assez important parce que jusqu'à présent, on n'avait pas ça. Alors, on peut considérer que finalement, le sous-traitant, il doit déployer dans l'état de l'art. L'enjeu, c'est de le dire, c'est d'avoir des engagements et après de traiter ensuite, je dirais, les différentes malfaçons dans le cadre d'un dialogue qui est contractuel entre les différents opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants. Notre engagement, en tout cas, côté opérateurs commerciaux, c'est que d'ici, effectivement, le courant du deuxième trimestre, hein, donc vers, et vous pouvez passer à la slide suivante, voilà, donc d'ici la fin du mois d'avril, tous les intervenants et tous les raccordeurs se soient engagés sur leurs différentes procédures et sur leurs différentes compétences. Ce qui doit nous laisser effectivement le temps, jusqu'à la fin de l'année, de vérifier est-ce que ce schéma d'autocertification, d'engagement, on présuppose pas par défaut que tous les raccordeurs ne sont pas compétents. On suppose qu'ils sont compétents et ils s'engagent, et après, au travers des contrôles qui sont mis, au travers du travail qui a été fait sur les comptes rendus d'intervention, photos, avec tout le redotage en fait, d'intervention, de pouvoir après, quand il y a un problème, de savoir quelle entreprise, quel raccordeur, et après que l'opérateur commercial puisse, je dirais, mettre les actions correctrices en œuvre. Et pour nous, l'enjeu, c'est que d'ici la fin de l'année, on fait un bilan. Est-ce que la situation s'améliore? Est-ce qu'elle ne s'améliore pas? Est-ce que ce schéma marche? Pour après voir comment l'améliorer. On va aussi travailler, bien entendu, hein, au travers de l'EDEC, notre filière, donc un engagement du développement des emplois et des compétences hein, pour continuer d'améliorer ces référentiels, hein, parce que je dirais les compétences sur le réseau évoluent, pour mettre en place des modules de vérification de compétences aussi, qui permettront effectivement aux raccordeurs pris en défaut de pouvoir aller repasser la classe formation pour, je dirais, se former si effectivement c'est ce qu'il faut mettre en place. Et pour nous, c'est préparer le bilan d'ici à la fin de l'année pour savoir est-ce que ce schéma marche, quelles sont effectivement les améliorations sur le raccordement client. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un engagement contractuel et collectif de l'ensemble de la chaîne de valeur avec ce travail sur les contrôles qui sont clés. On a effectivement aussi, par exemple, avec les différents OI, un certain nombre d'expérimentations sur la transmission des plannings d'intervention. Tout ça doit permettre effectivement de vérifier ce qui se passe et que chacun après assume ses responsabilités. Voilà, donc c'est vrai que c'est par rapport au plan et aux annonces qui ont été faites hein, entre juin et l'automne dernier. Tout ça se met en œuvre. L'enjeu maintenant, ça va être je dirais que l'ensemble, contrôle, engagement, puisse après produire des résultats et qu'on puisse plus dire, voilà, j'ai un plat de nouilles, maintenant on saura effectivement qui a créé ce plat de nouilles et comment après redresser la situation. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de développer l'attractivité. Si les gens disent qu'on arrête de parler de notre filière comme étant effectivement des gens qui fassent mal leur travail, l'enjeu c'est pour dire, voilà, on a une filière de qualité, avec des gens qui peuvent être formés. Ça, c'est pour nous, je dirais, le plus important. Certes, effectivement, je dirais, le gros des déploiements, on le voit en tout cas, sur la partie raccordable en train de baisser, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et non, le plan n'est pas fini, et oui, on a besoin de gens. Merci. Merci beaucoup, Michel Combeau. Ce sont des mesures très concrètes. Alors, on y parle d'autocontrôle, hein, d'auto-audit. Alors, Jacques Polleny, de votre côté, au Cercle Credo, vous allez nous présenter, ce sera à 13h dans l'espace d'exposition, vous annoncerez la création d'un label, un Credo APK Innovance, sur la labellisation de sociétés d'audit réseau. Donc là, on n'est plus sur de l'audit interne, on est sur de l'audit externe. Racontez-nous cette démarche et en quoi, selon vous, elle contribuera encore à optimiser la qualité des postes de réseau. Merci Sébastien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, avant de venir au label, je pense qu'il faut qu'on explique un petit peu le chemin qui a amené le Credo donc à la création de ce label avec Innovance, hein, c'est le local de l'État, et puis l'AVICA. Alors, on a beaucoup parlé qualité, pérennité, mais est-ce que clairement on sait ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crois que il est important peut-être qu'on détaille tous ces aspects-là. Alors, il est clair que
si on prend le sujet de la table ronde, donc il y a eu une promesse, et on voit aujourd'hui que le numérique, il est devenu de plus en plus indispensable. Et pour cela, il doit s'appuyer sur des infrastructures de qualité, pérennes, et on parle pas beaucoup, mais pendant toute la vie du réseau. Alors la vie du réseau, j'expliquerai après. Alors, on a vu avec la crise sanitaire le développement du télétravail, la fermeture programmée de la boucle locale cuivre à partir de 2026, et tout ça donc a amené une augmentation des débits, de la bande passante. Tout ça va amener un accroissement du nombre d'usagers raccordés. Donc, on est aujourd'hui aux alentours 25-30%. Lionel Recorbet évoquait tout à l'heure, on voudrait qu'on arrive à 80%. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre de réinterventions sur toute la partie distribution phénoménal. Donc, et on sait que dès qu'on intervient, il y a de multiples acteurs, multiples interventions. Donc, on va mettre à mal tous ces aspects qualité, pérennité. Alors, un autre point aussi, c'est que avec ces événements, je dirais que ces infrastructures sont devenues essentielles. Donc, je rappelle juste que le plan France Très Haut Débit, lorsqu'il a été lancé en 2012, il n'avait pas forcément été lancé dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, quand on parle de réseaux essentiels, on en connaît des très grands qui ont été déployés, je dirais qu'on applique des règles très strictes de conception. Donc, la qualité, la pérennité, ça se pense à la conception du réseau, dès le départ. Ensuite, la pérennité, donc on parle beaucoup de pérennité. Alors, on parle de pérennité, il faut que ça dure. Ouais, la pérennité, ça passe, par exemple, pour le choix des composants. Le choix des composants, le choix des fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être pérenne, il faut que les composants que vous mettez en place, ils soient durables dans le temps, mais aussi que l'on pense à l'après. C'est-à-dire qu'avec les fournisseurs, il y ait des plans, il faut penser à l'obsolescence des produits, à le remplacement de ces produits. Donc, tous ces aspects-là font que la qualité, pérennité et résilience, c'est des critères aujourd'hui qui sont vraiment stratégiques. Alors, le plan France Très Haut Débit, hein, on le dit partout, c'est un grand succès. Voilà. On dit aussi que ça a été évoqué au début, la qualité et la pérennité ne sont pas au rendez-vous partout. Donc, je ne ferai juste le rapporteur, je dirais, d'événements que nous avons organisés au niveau du Cercle Credo avec des rythmes où tout se passe bien. Donc, il faut le dire. Hein, c'est pas mal partout. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que je fais partie de la génération qui a connu les débuts du cuivre. Et les débuts du cuivre, c'était pas merveilleux non plus. Donc, je crois que aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train d'avancer et puis de normaliser un petit peu ces développements. Alors, là-dessus, je vais juste reprendre un propos de notre président, c'est travailler vite, c'est bien, travailler bien, c'est mieux. Alors oui, il a fallu aller très vite. Donc on l'a fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de public, il n'y a pas de souci. Donc on s'aperçoit de ces problèmes de mauvaise qualité ou de non-qualité. Donc les pouvoirs publics ont commencé donc à réagir. Et donc l'année dernière, on a vu apparaître des premiers audits. Et puis là, donc le mois dernier, donc la NCT a lancé 2 appels à sourcing pour lancer des audits sur une dizaine de RIP. Donc Zakaria Alain l'a présenté tout à l'heure. Donc on ne peut que se réjouir à ça. Alors, quelle réponse aujourd'hui et comment le Cercle Credo peut apporter sa contribution sur ces sujets? Alors, Cercle Credo, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a à peu près une centaine de membres qui réunissent tous les acteurs de la fibre optique depuis 30 ans. Donc ça fait 30 ans que le Cercle Credo a été presque 30 ans, parce qu'on fera nos 30 ans l'année prochaine. Donc c'est des expériences et du savoir-faire et qui ont été traduits dans une dizaine de guides depuis 1994 et des guides qui font toujours référence, notamment sur toute la partie FTTH. Le dernier en date qui traite de ces sujets en 2012 est toujours d'actualité. Il est utilisé et on le voit un petit peu partout, même à l'international. Donc, pour dire les références. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, on a commencé il y a 4 ans à travailler sur ces aspects pérennité-qualité. On a produit une dizaine de dossiers donc, sur la qualité et la pérennité. Donc, de la phase, je dirais, contrôle jusqu'à la phase maintien en conditions opérationnelles.
en passant par le choix des composants, les référencements des fournisseurs, le contrôle, les recettes. Donc tout ça est bien répertorié. Aujourd'hui, je crois qu'on a un guide qui va faire plus de 300 pages sur ces sujets. Alors, ça, c'était la première contribution. Donc là, on arrive à la fin de de nos réflexions là-dessus, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? D'où, je dirais, ce partenariat avec Innovance et le cercle et l'AVICA, pardon, pour la mise en place. Donc, on a commencé à travailler en 2022 sur ce sujet, à la mise en place d'un label pour s'assurer et promouvoir les bonnes pratiques. Alors, ce label, donc, il s'appelle Audit Qualité Pérennité Fibre. Donc, Sébastien, tu l'évoquais, il sera présenté tout à l'heure par Richard Topper et par notre président et Mathieu Husson, le président d'Innovance. Donc, j'oublie pas l'AVICA, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais donc l'AVICA contribue aux travaux de ce label, qui a pour but, donc je veux pas dévoiler le contenu du label qui sera fait tout à l'heure, mais d'harmoniser les processus, je crois que ça c'est très important, et puis aussi de valider les compétences. Voilà. Alors, pour finir, j'aurais tendance à dire, je terminais sur une note positive. On en est qu'au début de la vie du réseau. Je crois que ça, c'est important. Donc, tout n'est pas perdu. Hein. Donc, je le disais tout à l'heure, je faisais référence au cuivre. Les réseaux, ils vont évoluer, ils vont croître. Il y a de nouveaux usages qui vont arriver. Donc, ça aussi, je pense qu'il est important de l'intégrer. C'est qu'on va avoir un accroissement du nombre d'usagers. Donc, qui parfois vont amener sur certains secteurs, certaines régions, à nécessiter de faire évoluer donc les débits de ces réseaux. Et lorsqu'on va faire évoluer ces débits, il y a encore d'autres soucis. Donc, c'est des paramètres qu'il faut que l'on prenne en compte. Ces évolutions technologiques ont déjà été prises en considération au niveau du comité expert fibre de l'ARCEP, où nous contribuons. Et donc là, je pense que dans cette phase que l'on est aujourd'hui de qualité, de pérennité, il faut aussi intégrer donc toute cette partie-là. Et enfin, donc sur toute la partie, pérennité, je vais juste revenir sur les aspects maintenance. Je dirais aujourd'hui, la maintenance dans la vie du réseau, c'est quelque chose qui va être important. Donc la maintenance, on peut la décomposer en 3 composantes. La maintenance préventive, la maintenance corrective et la maintenance prédictive. Alors, on parle de résilience, on parle de sécurité. La maintenance prédictive, je dirais que la fibre est un support qui est facilement attaquable. Donc, je pense qu'il est important de bien prendre en considération ces aspects-là. C'est très facile pour un tiers de venir clamper une fibre et de dériver du trafic. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir bien à l'esprit et qu'il faut intégrer, je dirais, dans les processus de réflexion. Et voilà. Et pour terminer, donc, je pense que le Cercle Credo peut que se féliciter de l'initiative donc annoncée par Philippe Legrand tout à l'heure du Good Deal. Donc, il est avec l'AVICA. Donc, on est à la disposition, bien sûr, d'Infranum et de l'AVICA pour apporter notre expertise technique dans ce plan Good Deal. Merci beaucoup, Jacques Poleny. Donc, après les experts Miami, les experts du Credo, mais on vous a souvent à cette table et c'est toujours très, très enrichissant. Effectivement, on va avoir besoin de toutes les expertises disponibles pour réussir cette phase 2. Qui est la phase la plus importante. Marc Leblanc, 2 casquettes, comme toujours, avec nous, celle de Prysmian, fabricant de fibres, parfois maltraité, mais on y reviendra juste après. Mais la première casquette, président d'Objectif Fibre, également expert sur ces questions-là, notamment sur les montées en compétences. Je rappelle la labellisation d'un certain nombre de centres de formation qui sont labellisés Objectif Fibre. Comment vous regardez justement ce plan qualité, la manière dont on doit se projeter dans cet avenir proche des réseaux très haut débit? Merci Sébastien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoute Sébastien, c'est clair, moi j'entends parler de qualité, de résilience, de formation, d'attractivité, donc tous ces mots font partie évidemment de notre vocabulaire quotidien, Objectif Fibre. Et avant de répondre à tes questions, je voudrais juste rappeler déjà qu'est Objectif Fibre. Donc Objectif Fibre, c'est une plateforme qui, en fait, c'est la mobilisation de la filière. D'accord ?
nous sommes les membres d'Objectif FIB, sont les cinq fédérations qui sont constitutives de cette filière, donc la FFT, Fédération Française des Télécoms, la FIEC, qui sont les équipementiers, Jacques parlait tout à l'heure de composants, évidemment c'est important, deux fédérations d'installateurs que sont la FFI et le CERS, et puis Infranum, la Fédération des territoires connectés, qui nous a rejoints en 2016, si je ne dis pas de bêtises, Philippe. Donc, pourquoi cette plateforme a été créée? Elle a été créée en 2009 et elle a été créée dès le départ parce que tout l'écosystème s'est rendu compte qu'il fallait absolument travailler ensemble pour être capable de déployer des réseaux optiques de qualité, homogènes et résilients. Comment on a attaqué ce problème? Mais en fait, la plateforme fabrique, produit, aide la filière à se structurer en produisant des supports, des livrables qui sont multisectoriels et qui sont évidemment disponibles pour tous de façon gratuite. On travaille sur 4 axes. Le premier, qui est très important, ce sont les bonnes pratiques professionnelles, les règles de l'art, c'est ce qu'a bien rappelé Michel. Le deuxième, c'est la formation. C'est bien de connaître les règles de l'art, encore faut-il, 1, qu'elles soient diffusées, 2, qu'elles soient connues, 3, qu'elles soient appliquées par des personnels compétents. Troisième enjeu très important, c'est la normalisation, pour s'assurer que les normes sont cohérentes avec les besoins opérationnels et vice-versa. Et puis quatrième point qui est aussi important, c'est la communication. Tu parlais d'attractivité des métiers, Sébastien, et c'est vrai, le plan France Très Haut Débit est très avancé, il en reste quand même encore un tout petit chouïa à faire, parce que si on parle de raccordement, il reste juste 20 millions de locaux à raccorder, on a quand même encore un petit peu de chemin à faire, et donc c'est très important de continuer d'attirer des talents sur ces métiers. Tous les travaux que nous faisons se font évidemment en coordination avec le plan France Très Haut Débit, donc avec la NCT, et également avec l'ARCEP. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait et comment Objectif Fibre est au service de la filière? Si tu peux passer sur le deuxième. Donc, la première chose qui est fondamentale, quand on veut déployer un réseau, si on veut que les réseaux soient pérennes, homogènes, résilients, il faut déjà qu'ils soient construits, conçus de façon correcte. Donc, la première des choses, c'est de se mettre autour de la table et d'écrire des référentiels de règles de l'art à maîtriser et à appliquer. Ça, c'est la première tâche d'Objectif Fibre. Pour faire ça, on réunit autour de la table toutes les parties prenantes. Et c'est ça qui fait, je pense, l'intérêt des travaux de la plateforme et la légitimité de ces travaux, c'est qu'on arrive à mettre autour de la table tout le monde. Les OI, les OC, les installateurs, les organismes de contrôle, les organismes de formation, les pouvoirs publics, évidemment, les bailleurs, les constructeurs. Bon, je ne vais pas tous les lister, mais ces guides pratiques sont faits par la filière, pour la filière. Ils traitent des composants, ils traitent du cadre réglementaire, ils traitent des règles de l'art pour le déploiement concret, ils traitent de la formation avec tous les prérequis pour tel et tel sujet, et ils traitent des recettes de réseau. Donc ils se veulent très complets. Évidemment, à chaque fois qu'on fait un guide, on s'attaque à une problématique spécifique. Il n'est pas question de faire un guide universel qui traiterait de tous les sujets, c'est pas possible. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples, justement, qui sont liés au raccordement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En 2020, nous avons sorti un guide qui était sur le raccordement des clients dans l'existant, qui compose quand même 90% des locaux. Ce guide a été très long en termes de gestation parce qu'effectivement, il a fallu réunir autour de la table tout le monde, c'est ce qui a été fait. L'année dernière, nous avons sorti un guide sur les immeubles neufs. On a beaucoup parlé tout à l'heure de problématiques de raccordement dans le neuf. Donc, l'an dernier, notre guide a été consacré aux immeubles collectifs neufs et cette année, on s'intéresse aux résidentiels neufs. Donc, avec les 3 derniers guides qui ont été sortis, on adresse toute cette problématique, notamment du raccordement final, qui est celle qui pose beaucoup de questions. Je rappelle que nos travaux sont faits pour la filière, et donc nos travaux sont en libre accès sur notre site internet. Et l'an dernier, nous avons introduit une nouveauté. Ces guides étant à destination aussi des installateurs, il nous a paru pertinent de les décliner aussi dans un format digital interactif, donc qui peut se télécharger sur un smartphone, et qui permettent aux installateurs, s'ils ont un doute, s'ils ont une question métaphysique quand ils sont les 2 pieds dedans dans une cave sans réseau mobile, de pouvoir se référer à ces guides pratiques. Des tutos. Ça va plus loin que les tutos. En fait, on a extrait du guide originel de la Bible, vraiment les 50 dessins, comme tels que ceux que vous voyez à l'écran, qui permettent à l'installateur, quand il est dans une cave, il se dit, bon alors, je mets quel composant, à quelle hauteur du sol, à quelle distance du plafond, je tire quel type de conduite, qu'est-ce que je mets dedans. Une fois que je suis dans l'appartement, c'est la planche que vous voyez au milieu, comment je diffuse le signal à l'intérieur de l'appartement,
Donc c'est très didactique, c'est très visuel, justement pour que l'installateur, s'il a un doute, quand il est chez monsieur ou madame Dupont, il puisse se référer à cet outil et se dire « Ah ben, bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais oublié ça, voilà comment je vais faire. » Et ce faisant, on peut espérer que la qualité des raccordements va s'améliorer. Donc j'invite, et encore une fois, ces guides sont en libre accès, donc j'invite tout le monde à les télécharger en allant sur le site ou à télécharger l'appli. Vous verrez que vous pouvez la télécharger sur le QR code qui est dans les slides. Une fois qu'on a acté de ces règles de l'art, encore une fois collectivement, l'idée c'est vraiment de mettre tout le monde d'accord pour faire un référentiel unique, il faut s'intéresser à la façon dont on va décliner et dont on va appliquer ces règles de l'art. Donc le deuxième axe de travail très fort d'Objectif Fibre, c'est d'aider la filière de l'information à se structurer. Si on a des règles de l'art mais qu'on ne sait pas les appliquer avec des personnels compétents, ça ne sert pas à grand chose et c'est surtout du gâchis. Donc depuis sa création, Objectif Fibre aide la filière à se structurer en référençant des organismes de formation qui le souhaitent. Donc on aide ces organismes à avoir des plateaux techniques qui vont permettre aux apprenants de se retrouver en situation réelle. Et on a d'ailleurs amendé notre cahier des charges il y a 2 ans, justement pour faire un focus sur le raccordement client. On demande maintenant aux organismes de formation d'avoir dans leur plateau technique un appartement témoin qui vont vraiment mettre les apprenants en situation. Donc un appartement témoin, c'est quoi? C'est une pièce dans laquelle vous avez un vase de Chine, un tableau, une table, une télévision, un canapé, donc, qui vont permettre à l'apprenant de se dire, bon, quand j'arrive chez l'abonné, je ne suis pas dans une salle blanche vide. Donc il faut que j'apprenne, évidemment que je maîtrise le geste technique, mais il faut aussi que j'apprenne le savoir-être. Ça, c'est très important. Donc, on a aujourd'hui, au 31 décembre de l'année dernière, 48 organismes de formation qui ont reçu ce référencement. Vous envoyez la carte, donc on essaye petit à petit de combler tous les trous dans la carte. L'année dernière, on avait un trou sur la région Bourgogne-Franche-Comté, et vous voyez que désormais, nous avons un centre de formation qui a été référencé sur cette région. Nous travaillons aussi, Michel en a parlé tout à l'heure, l'attractivité des métiers, la cartographie des métiers. Donc Objectif Fibre est aussi très impliqué dans tous les EDEC, que ce soit l'EDEC fibre optique qui s'est terminé en 2021, qui était vraiment dédié au sujet fibre, et nous participons aussi aux travaux du nouvel EDEC. Pour parler de l'attractivité de ces métiers, encore une fois, et tu l'as dit Sébastien, le plan France Très Haut Débit n'est pas tout à fait terminé, donc il faut continuer à attirer des talents, à les garder, à les gérer pour ensuite être capable de les faire évoluer dans d'autres sphères. Donc voilà. Pour conclure, Objectif Fibre est au service de la filière. Tous nos livrables sont à votre disposition. Donc utilisez-les. Je pense que ce sont des bons outils pour adresser les problématiques dont on a parlé. Maîtrise du geste, maîtrise des règles de l'art, qualité du raccordement, et nous continuerons d'œuvrer en ce sens, et nous sommes évidemment à la disposition de la filière pour étudier d'autres sujets. Merci beaucoup Marc. Tu restes avec nous, je vous invite à applaudir nos autres panélistes. Je vais inviter à revenir notre place. Et je vais...